laisser en paix. S'ils veulent les minéraux au Congo, mais ça peut passer par la voie de la coopération. Il faut violer les femmes pour venir l'exploiter. Vous êtes sur Africana, Radio Campus, 3fois.radiocampus.be, 92.1 FM. Et ce soir, dans le direct culturel, nous accueillons Angèle Diabang. Donc Angèle Diabang, qui est réalisatrice, entre autres productrice aussi, et qui est cette semaine à Bruxelles pour nous présenter donc son dernier documentaire sur le docteur Mukwege, même si c'est son œuvre qui plutôt est centrale plutôt que sa personne. Bonsoir Angèle. Bonsoir Christelle, merci pour cette interview. Merci de venir nous rendre visite en tout cas. Pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, qui est Angèle Diabang? Angèle est une Sénégalaise qui vit à Dakar, qui travaille à Dakar. J'ai réalisé 4 documentaires, je produis aussi, j'en ai produit plus, une douzaine. Je suis une passionnée de films, d'une très forte envie de filmer l'Afrique avec notre regard, mais une Afrique positive, pas seulement qu'il faut dire que l'Afrique va bien, mais changer le regard des autres sur nous en fait. Donc voilà. Quand on regarde un peu les documentaires que vous avez réalisés, il y a quand même quelque chose de central, c'est la femme. Donc je ne sais pas si on peut dire que vous êtes féministe, vous avez juste un regard qui est plus sensible sur la femme et sur les problématiques qu'elle peut rencontrer. Je ne dis pas que je suis féministe, c'est pas par féminisme ou par militantisme que je fais des films sur la femme. Je fais des films sur un environnement qui me touche, sur des sujets qui me touchent. Il se trouve que voilà, c'est à chaque fois autour de la femme, mais aussi sur des choses qui me révoltent, comme là sur le film que je viens de faire, qu'on va montrer aujourd'hui, qui se passe à l'hôpital de Panzi, avec le docteur Mukwege et toute son équipe. Donc c'est vraiment une envie de parler du quotidien qui se passe autour de moi, que ce soit agréable ou pas agréable. Et comment le choix s'est porté? Comment avez-vous entendu parler de l'hôpital Panzi et de ce qui s'y passe et des combats que le docteur Mukwege mène? En fait, l'hôpital Panzi, j'en avais déjà entendu parler dans les journaux, mais comme beaucoup de gens, je regardais comme ça, je zappais. Parfois, on regarde en mangeant, en faisant autre chose. Et puis, on entend tellement tous les jours des récits de la guerre qu'on n'y prête plus attention. Et puis, en 2012, j'ai lu un article qui était assez dur et très bien fait, d'Annie Cogent dans Le Monde. Et cette fois-là, je me suis dit, mais Angèle, depuis toujours... Tu zappes en fait, arrête-toi un peu et réfléchis à ce qui se passe au Congo. Tu reproches à la communauté internationale de ne rien faire pour l'Afrique, mais toi, qu'est-ce que tu fais pour ton Afrique? Par exemple, pour ces Congolaises-là, qui sont aussi des sœurs, même si je viens du Sénégal, qu'est-ce qu'à mon niveau, avec le peu de choses que j'avais, qu'est-ce que je pouvais faire pour ces Congolaises? Donc ce tournage s'est fait sur 2 ans, en tout cas, oui. 2 mois. Ça s'est fait en tout cas en 5 semaines, une partie en 2013 et une autre partie en 2014. Et comment s'est passé ce tournage? Parce que voilà, l'hôpital Panzi est l'hôpital qui recueille les femmes qui ont été victimes de viols. Donc vraiment le viol utilisé comme arme de guerre dans l'est du Congo et qui sont gravement mutilées. Exactement. Et voilà, il faut donc toute une équipe de chirurgiens pour qu'elles puissent déjà physiquement se remettre. Mais après, il y a tout un autre travail qui commence après cette remise en forme, entre guillemets. C'est vrai que c'était pas évident le tournage, mais même avant le tournage, quand je suis arrivée pour la première fois, c'était quand le docteur Mukwege revenait au Congo après le court exil qu'il a été obligé de faire après la tentative d'assassinat. Et c'était d'abord de découvrir un pays. Mais on est surpris parce que le Congo est tellement beau, une verdure qu'on se dit c'est pas possible. C'est pas possible que cet endroit paradisiaque, qu'il s'y passe des choses aussi horribles. Et donc on arrive à l'hôpital et donc on découvre cet hôpital, on découvre cet endroit, puis on découvre ces femmes. Et puis les premières minutes, voilà, quand on est à l'hôpital là et qu'on se rend compte que toutes ces femmes qu'on voit là, la majeure partie sont violées, ça nous fait quand même un grand coup et on se rend compte de l'avantage qu'on a de vivre dans un pays comme le Sénégal où il y a la paix. Et que sans la paix, on n'est rien en fait. Et il a fallu donc prendre le temps de se familiariser avec les femmes, d'avoir un vrai contact humain
mais aussi de sœurs et pas seulement faire comme un reportage, venir prendre et partir et c'est bon. Non, je ne voulais pas de ça. Je voulais prendre le temps qu'il fallait pour que ces femmes et moi, on soit sur la même longueur d'onde, en fait sur la même longueur, voilà, d'onde, pour qu'elles puissent me parler vraiment comme si elles parlaient à une sœur. Et je pense que dans le film qu'on va voir aujourd'hui, ça se voit un peu, en tout cas, la confiance qu'elles me font quand elles me racontent leur histoire. Vous avez pris le parti de ne pas centrer ça sur le docteur Mukwege. Il apparaît en filigrane de ce reportage. C'était pour rendre hommage à toutes ces femmes qui se battent pour survivre. Oui, parce que je pense que pendant tous ces mois que j'ai côtoyé le docteur Mukwege, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui était extrêmement humble. Autant il a des qualités humaines exceptionnelles qui ne sont pas données à tout le monde, et pourtant c'est quelqu'un de très humble. Et je me disais comment faire pour montrer au mieux, en tout cas d'une façon plus juste, sa personnalité. Donc sa personnalité, c'est vraiment le partage. Sa personnalité, c'est la générosité. C'est de mettre en avant des femmes dans son hôpital. Il y a beaucoup de femmes qui sont cadres, collaborent avec lui. Et chacune a sa place. Et je me disais, faire un portrait du docteur, c'est pas forcément montrer un docteur super puissant qui connaît tout, qui connaît mieux tout que tout le monde. Parce que c'est pas ça, lui. Faire un meilleur, en tout cas un beau portrait du docteur Mukwege, pour moi c'était faire un portrait qui lui ressemble et qui montre justement que c'est parce qu'il donne la place à tous les gens qui sont autour de lui, à chacun de montrer ce qu'il vaut, à chacun de montrer ce qu'il peut, qu'aujourd'hui l'hôpital de Panzi est ce qu'il est, qu'aujourd'hui le docteur est ce qu'il est. Et justement, je pense que s'il arrive à tenir le coup, à encore rester là malgré qu'on a tenté de l'assassiner, qu'il reste encore et qu'il a cette force, c'est parce que aussi les gens autour de lui envoient ces bonnes ondes-là qu'il arrive à leur donner. Est-ce que le but de votre documentaire est de sensibiliser non seulement la communauté internationale, mais également tout un chacun ? Oui, je pense que ce qui s'est passé en France là, avec la forte mobilisation, doit justement nous parler, nous, Africains. La mobilisation, c'est pas seulement la communauté internationale. À chaque fois, on dit l'ONU, qu'est-ce qu'ils font, l'Union européenne, mais nous, qu'est-ce qu'on fait pour nous ? Qu'est-ce qu'on fait pour l'Afrique ? Pourquoi on ne se lève pas ? Pourquoi tout le monde ne met pas un t-shirt I am Kivu ? Moi, je suis Kivu. Qu'est-ce qu'on fait ? On attend et on regarde les autres, et après on dit ils font rien. Faisons d'abord nous, et après ils viendront nous rejoindre. Oui, c'est ce qu'on peut voir un peu dans vos différents documentaires. Vous parlez par exemple aussi des femmes sénégalaises qui doivent se plier au dictat de la beauté, et donc qui font face à des opérations pour se noircir les gencives. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris à travers vos documentaires et qui ont donné envie d'aller plus loin et de réfléchir plus à ça. Oui, en fait, le tatouage des gencives, c'est un tatouage, c'est pas une opération en fait. Et elles se font tatouer la gencive et maintenant c'est plus une obligation, c'est une envie. Une femme peut décider de faire un tatouage ou pas. Et oui, en tout cas, moi, dans mon travail, c'est toujours éclairé, c'est toujours donner une bonne vision de ce qui se passe, parce que parfois les autres viennent, ils filment notre culture comme ils veulent et ils vont interpréter. Et je pense que c'est bien que, voilà, depuis en tout cas quelques années, il y a beaucoup de cinéastes africains qui arrivent à montrer l'Afrique telle qu'elle est. Une Afrique d'aujourd'hui qui bouge, qui a certes ses difficultés, mais en tout cas qui vit et qui est confiante et qui est forte. En parlant d'Afrique telle qu'elle est, votre prochain défi, c'est d'adapter au cinéma, de vous attaquer à votre premier long métrage, donc en adaptant le livre de Mariam Mba, Une si longue lettre. C'est vrai que ce livre n'a pas été écrit aujourd'hui, mais le thème de la polygamie est toujours d'actualité. Exactement. En tout cas, moi, j'ai plusieurs amis qui sont polygames aussi, des voisins, et ça n'a rien à voir avec avant et aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec tradition et modernité, et c'est des choses comme ça qui font que j'ai pensé qu'une si longue lettre l'adapter aujourd'hui pouvait en tout cas remettre le débat à l'ordre du jour et aussi réconcilier en tout cas les jeunes avec la littérature, parce que je trouve qu'on ne lit plus beaucoup, en tout cas dans mon pays les jeunes ne lisent plus beaucoup, et j'ai pensé que prendre comme ça des monuments de la littérature africaine et les adapter pourrait faire en sorte qu'on se dise ah tiens, j'ai vu le film, maintenant j'ai envie de lire le livre ou en tout cas j'ai envie de le relire pour comparer, pour mieux comprendre des choses et donc voilà. Quelle est la difficulté ou les difficultés auxquelles vous allez faire face
entre réaliser un documentaire, un court-métrage et passer au long-métrage? Je pense que c'est déjà passé du documentaire à la fiction, c'est très différent parce que le documentaire, on filme la réalité, alors que là, la fiction, la chance que j'ai, c'est que je me base sur un roman, donc il y a des faits qui sont déjà là. Et puis, autour de moi, il y a les polygames, donc je suis vraiment très imprégnée de tout ce qui est polygamie et monde de femmes. Donc, je ne considère pas comme ça comme une difficulté en fait d'aller dans la fiction. Pour moi, c'est une continuité. C'est vraiment une continuité. Et je pense que je ne dirais pas que ce sera une docu-fiction, mais je ne l'appréhende pas en termes de fiction documentaire. Je l'appréhende plus en termes de subtilité, en termes de comment parler de la polygamie sans forcément rentrer dans c'est pas bon la polygamie, eux ils sont bien et eux ils sont mauvais. Non. À un moment, je pense que chacun se trouve sa place dans cette polygamie ou pas. Celui qui choisit de ne pas être polygame et d'avoir des maîtresses, c'est son choix. Celui qui choisit d'être polygame, c'est peut-être aussi qu'il y trouve son compte, et à des moments on n'y trouve pas son compte. Je pense que quel que soit le côté où on est, il n'y a pas de choses bien, de gens bien, et des choses mauvaises et des gens mauvais. Tu vois, il y a des situations, et c'est comment chacun trouve sa place dans cette situation-là. Comment chacun vit cette situation-là, bien ou pas. Donc aucun jugement donc dans cette adaptation qui sera faite et qui sera disponible à partir de quand? On est déjà très pressé. J'espère que si on arrive à trouver de l'argent rapidement, j'espère qu'on tournera en fin 2015. Donc voilà. Et donc vous qui êtes une femme réalisatrice, vous avez fait vos études en France, vous êtes entre le Sénégal et la France. Quel regard portez-vous sur la culture du cinéma en Afrique, particulièrement au Sénégal, et la place de la femme dans ce cinéma? En tout cas au Sénégal ces dernières années, on a Ousmane Sembène, c'est les premiers films africains, c'est fait au Sénégal avec les Paulin et Sanou Vieira, Ababacar Samb et tout ça. C'est vraiment des piliers de la cinématographie africaine. Donc le Sénégal a toujours eu une belle place dans cette cinématographie-là. Après, on a eu une période un peu creuse, et là, depuis quelques années, il y a une génération qui n'est pas forcément nous. Il y a eu les Moussa Touré, les Moussa Sen Absa qui a commencé, les Gomis, à refaire des grands films, des grands moments, jusqu'au dernier FESPACO, où il y a eu plus d'une dizaine de prix pour le Sénégal. Donc on est vraiment dans un bouillonnement de cette cinématographie-là, et il va y avoir de belles choses les années à venir. Croyez-vous, parce que quand on regarde un peu donc le nombre de salles qui existent donc en Afrique francophone, donc vraiment très peu, le fait que ces productions passent par exemple par centres culturels français ou d'autres espaces culturels européens, croyez-vous que les productions sont un peu dirigées et qu'il n'y a pas autant de liberté que s'il y avait tout un réseau de diffusion parallèle, entre guillemets? Mais c'est sûr que si on avait une vraie industrie africaine, il y aurait peut-être plus de liberté et moins de recadrage, on va dire, parce que parfois c'est vrai qu'il y a certains fonds, quand ils te financent, ils ont besoin d'un certain format. Donc on est obligé de se plier à ce format-là, à ce formatage-là, ou alors on n'a pas, quand même on dépose, je pense, pour avoir un financement à ces fonds-là, on sait ce à quoi on s'attend. Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on a un fonds européen, que le film est dirigé. Je pense que les réalisateurs africains ont vraiment leur caractère aussi, et qu'on ne se laisse pas forcément toujours diriger. On peut prendre les financements et faire après comme on veut. Bref, mais c'est sûr qu'il est important et urgent de construire une vraie industrie cinématographique, pas Afrique de l'Ouest, Maroc, Afrique du Sud, non. Une cinématographie africaine, ça c'est urgent. Et quel conseil pourriez-vous donner à une jeune qui souhaiterait suivre vos traces dans ce dédale de culture cinématographique? Moi, j'aurais envie de dire de la patience. De la patience d'abord, et de la persévérance, parce que moi, quand j'ai commencé, j'ai croisé des grands cinéastes qui m'ont fait comprendre que j'y arriverai jamais, que j'en serais pas capable. Aujourd'hui, je suis là. Mais ça a été un coup de boost.
Parce que peut-être que s'il m'avait dit ça allait être c'est facile, fais ceci, fais cela, peut-être que j'aurais pas eu cette niaque et cette force que j'ai aujourd'hui, je peux le dire comme ça. Et voilà, le fait qu'il m'ait un peu rejeté en disant ça marchera pas. Donc après, je vais pas dire aux jeunes ça marchera pas, c'est possible que ça marche. Au contraire, ils doivent se dire si ça marche pour Angèle, ça devrait marcher pour moi. Qu'est-ce qu'Angèle fait pour que ça marche? Comment travaille-t-elle? Qu'est-ce qu'elle a pour que ça marche? Et moi, c'est ce que je me dis. Si ça marche pour quelqu'un d'autre, qu'il soit blanc, chinois ou autre, je ne me dis pas que je suis noire, il y a des difficultés en Afrique, donc ça marchera pas, c'est dur. Non, sinon tu ne fais rien. Je pense qu'il faut se dire que si les autres y arrivent, nous aussi on peut y arriver. Voilà, ce sera le mot d'ordre de 2015, parce qu'on est encore dans la première moitié de janvier. Merci beaucoup, Madame Diabang. Et donc, nous allons suivre le parcours de votre documentaire et vous suivre pour la suite en attendant avec impatience.